Chers amis, la matinale Talk 5 continue. Vous venez d'écouter l'interview du juge Albert Lévy, ancien magistrat, bien entendu, avocat non inscrit sur ces lois liberticides. Et là, ce matin, je suis très heureux de recevoir un auteur qui passe pas trop encore dans les médias, mais ça ne saurait tarder, même s'il a déjà fait des interviews de premier plan. Et je reçois ce matin Jean-Claude Poisat pour Prostec, le carnivorisme est un humanisme chez Albin Michel. Bonjour Jean-Claude Poisat, comment allez-vous ? Bonjour, je vais très bien, merci. Et merci de m'accueillir dans cette émission pour présenter donc Prostec, effectivement, c'est le titre de mon livre qui paraît aux éditions Albin Michel. Voilà, avec un sous-titre, voilà, le sous-titre, Le carnivorisme est un humanisme. Et c'est pour ça qu'on va en parler parce que c'est un thème extrêmement intéressant et j'aimerais qu'on a au fond du débat, chers amis, parce que ça fait partie des livres que j'aime bien. C'est des livres discordants avec des voix discordantes et avec des gens, enfin, et avec des gens, pas des gens. Vous êtes quand même professeur agrégé de philosophie, docteur en sciences politiques à l'IEP de Paris et vous venez de faire paraître cet essai. Et il y a vraiment une réflexion autour de ça qui me semble extrêmement pertinente. Et on va commencer sans plus tarder à une première idée que je sors de votre livre. Je ne l'ai pas inventée, notamment sur ces bourgeois contemporains au portefeuille bien garni qui incitent le peuple à s'adonner aux joies de la sobriété heureuse. On en entend parler beaucoup, la sobriété heureuse, notamment l'hiver dernier, l'hiver d'avant. Finalement, il y a quelque chose, on va parler de tout ça, mais il y a quelque chose de la classe, de la caste, de la classe qui se joue aussi là-dedans, entre les bourgeois qui bouffent bien, pour être tout à fait naturel, et puis le peuple qui est obligé de baisser les chines pour essayer d'être dans la sobriété. Oui. Ben, on a connu aussi une époque où on nous demandait de baisser le chauffage, voilà, ou bien de réduire ses déplacements, enfin, etc. Donc, il y a une sorte de rétrécissement quand même du mode de vie, mais qui affecte effectivement en priorité les classes populaires ou même les classes moyennes. Ce sont elles qui sont touchées en priorité, et donc les prescripteurs ne sont pas les payeurs. Enfin, je veux dire, voilà, les gens qui nous prescrivent de réduire notre train de vie ne sont pas ceux qui subissent réellement les conséquences de ces restrictions, et au contraire même, d'ailleurs. Donc, effectivement, j'ironise là-dessus. Je suis allé chercher Molière, mais je trouve qu'il y avait quelque chose d'assez caractéristique là, justement, dans ce passage sur Harpagon et cette injonction à la sobriété pour des motivations qui sont peut-être pas si nobles qu'elles en ont l'air, disons. Et que certains, vous le dites, que certains pourraient prendre au premier degré. Et vous notez bien sûr le sarcasme et l'humour, parce que ce texte-là sur le premier degré, on ne comprend manifestement pas. Non, Molière se moque, évidemment. Enfin, on est dans la comédie, donc il tourne en dérision. Donc, effectivement, on aurait tort de prendre cette fameuse phrase, il faut manger pour vivre et non vivre pour manger. Elle est prise de manière ironique en réalité. C'est-à-dire que c'est Harpagon qui dit ça pour priver sa famille parce qu'il veut éviter de dépenser son argent, et donc il estime qu'on peut remplacer une motte de beurre par un verre d'eau, selon, voilà. Mais donc je trouve que cet humour est assez approprié pour décrire aussi la situation présente, si vous voulez. Parce que moi, je me retrouve assez, j'ai l'impression qu'on est un peu dans cette situation-là. Alors, concernant effectivement la consommation de viande, effectivement, il y a une offensive contre cet aliment qui vient à la fois d'une partie des écologistes ou ceux que j'appelle les végétaro-animalistes, enfin, donc les végétariens qui sont aussi souvent des animalistes. Oui, parce qu'il y a une grosse arborescence, Jean-Claude Poisat. Il y a une arborescence que je ne soupçonnais pas, je peux vous le dire, je ne la soupçonnais pas et on va en parler, bien entendu. Mais n'hésitez pas, allons-y alors. Oui, je dis que c'est une sorte de nébuleuse, en fait, avec effectivement des ramifications. Enfin, il y a des courants, des sous-courants. Donc, tout le monde ne dit pas la même chose. Donc, ce qui fait que c'est parfois compliqué et comme vous venez de le dire, on ne s'aperçoit pas forcément des connexions parce qu'on ne sait pas forcément que ces gens peuvent avoir des liens. Mais en creusant, moi-même, j'ai découvert certaines choses aussi. J'ai enquêté, en fait, pour ce livre un petit peu. Je ne suis pas journaliste d'investigation, mais j'ai quand même mené un peu ma petite enquête. Et oui, je me suis aperçu qu'il y avait un courant, disons, avec des tendances, mais qui tend vers cette criminalisation de la consommation de viande. Et moi, c'est surtout ça qui m'interpelle, en fait. Je suis parti de là, c'est-à-dire moi qui mange de la viande, est-ce que je dois me sentir coupable ou non? Et est-ce que tous les Français, tous les gens qui consomment cet aliment doivent se culpabiliser ou non? Alors moi, je suis arrivé à la conclusion que non.
là encore, à la suite d'une recherche et d'une réflexion. Mais ceci dit, bon, j'étais déjà quand même un petit peu dérangé par la culpabilisation, si vous voulez. C'est ça qui me pose problème. Hein. Qu'on demande aux gens de faire attention, qu'on demande de respecter l'environnement, les animaux, la santé, je suis bien évidemment d'accord avec ça, si vous voulez. Mais ce qui me dérange, c'est qu'on culpabilise les gens, voire qu'on les accuse en réalité, parfois de choses très très graves. Je me permets, Jean-Claude Poisat, vous disiez chez Pascal Praud qu'il y a une forme de nazification tout de même. Hein. Oui, ça va très loin. C'est ce que je dis dans mon livre. Là aussi, c'est des choses. J'ai pas totalement découvert le sujet en faisant le livre, hein, loin de là. Mais en creusant, en remontant des fils, on tombe sur des choses extrêmement surprenantes, si vous voulez. Donc oui, je cite un ouvrage qui est peut-être pas très bien connu du grand public français, qui s'appelle Un éternel Treblinka, qui a été publié aux États-Unis par un historien qui s'appelle Charles Patterson et qui défend la thèse que, ni plus ni moins, je ne caricature rien du tout, c'est la thèse que l'abattage en masse des animaux dans les abattoirs donc, est l'équivalent de l'extermination des Juifs par les nazis. Voilà, c'est la même chose, c'est strictement la même chose. Donc, conclusion, les gens qui mangent de la viande participe à un crime très grave qui s'apparente au crime contre l'humanité. Enfin, donc, quand je parlais de culpabilisation, si vous voulez, ça va vraiment très très loin. Et cette thèse n'est pas comment dire isolée parce qu'elle est reprise. Elle est souvent citée. Cet auteur est pris en référence par des gens qui aujourd'hui justement condamnent la consommation de viande. Donc c'est vraiment devenu une espèce de point de ralliement. Alors. Là encore, il y a toutes sortes de gens qui vont nuancer. Certains vont dire oui, c'est un peu vrai, mais pas complètement, ou ça va un petit peu trop loin, mais il y a quand même quelque chose de, etc. Bon, il y a des gens qui expriment des réserves, mais c'est le fameux oui mais, si vous voulez. Oui, ça va un peu loin, mais néanmoins, il y a quelque chose là-dedans, etc. Bon. Puis il y a des gens qui adhèrent complètement. Il y en a aussi qui adhèrent complètement à cette idée. Je les cite, des philosophes même, bien, et non des moindres. Hein, je les cite, des écrivains aussi. Donc, si vous voulez, le grand public n'est pas forcément au courant, mais dans la sphère intellectuelle, à la fois littéraire, philosophique et dans les sciences humaines, c'est une idée qui finalement qui a fait son chemin et qui est assez répandue. Voilà. Alors, j'apprends des choses. Alors, on va aller encore plus dans le détail. Il y a des anecdotes, des informations que je n'avais pas. Notamment, vous dites qu'aux États-Unis, l'Animal Liberation Front est considéré aux États-Unis comme une organisation terroriste. Donc, il y a quand même des gens qui sont un peu énervés. Passez-moi l'expression triviale, mais qui sont très énervés d'ailleurs hein, là-dessus. Il y a des activistes, c'est-à-dire vous avez une idéologie militante qui désigne des victimes et qui désigne des bourreaux, des criminels en fait. Et à partir de là, vous avez toujours des gens radicaux ou après vous avez une surenchère aussi dans la radicalité. Et vous avez effectivement des groupuscules qui mènent des actions terroristes. Alors on le voit, ça vient en France puisque la gendarmerie nationale a créé une agence spécialisée de la gendarmerie qui s'appelle Déméter et qui est dédiée à la protection des exploitations agricoles et notamment des élevages parce qu'il y a des intrusions dans les élevages pour, alors, entre guillemets, libérer les animaux. Donc, c'est-à-dire, on fait sortir les animaux qui sont effectivement dans des prés, dans des enclos, etc. Et on les fait sortir, moyennant quoi il peut y avoir aussi des formes de violence, des agressions, etc. Puisqu'il s'agit de propriété privée quand même, il s'agit d'exploitants agricoles, des gens qui travaillent. Donc oui, ça s'apparente, si vous voulez, c'est l'activisme et le militantisme peuvent mener, même si ça reste assez marginal, à des actions violentes. Et je cite aussi les attaques contre les boucheries. Je ne sais pas si on se souvient, mais vers 2017-2018, il y a eu des attaques en France. Hein, on ne parle pas des États-Unis, c'était dans la région des Hauts-de-France notamment. Il y a eu des militants qui ont attaqué des artisans bouchers, qui ont jeté des pavés dans les vitrines, qui ont jeté du sang, vous savez, comme ça se fait beaucoup, pour symboliser justement le fameux crime. Donc toutes ces choses-là existent. Le grand public ne le sait peut-être pas forcément parce qu'encore une fois, ça reste assez minoritaire et que c'est pas forcément très médiatisé. Mais quand ça l'est, quand ça ressort, là, on est frappé de stupeur, effectivement. Alors, c'est extrêmement intéressant. Il y a aussi, on va continuer, mais il y a aussi, vous quand même, vous passez un peu de temps, et c'est bien normal, sur l'acte de se nourrir également. Vous évoquez le fait que ça comporte une dimension éminemment sociale, parce qu'il y a ça aussi pour notre société. Et on parlera après rapidement du rapport à la viande de plusieurs religions, notamment parce que vous avez bossé aussi là-dessus, il y a un passage, mais sur ce rôle finalement de l'acte de se nourrir également.
C'est fondamental. Bien sûr que l'acte de se nourrir a une dimension éminemment sociale. J'aurais même tendance à dire que, sans exagérer ou à peine, que toute société commence par là, c'est-à-dire par ce qu'on appelle le commensalisme, c'est-à-dire l'acte de manger à plusieurs. Les gens avec qui on mange sont, alors ça peut être les membres de notre famille, ça peut être des amis, mais le fait de manger crée un lien, effectivement, une union, voire une communion entre les mangeurs. Et à l'inverse, d'ailleurs, ceux avec qui on ne mange pas sont potentiellement des adversaires, voire des ennemis. Entre parenthèses, je me permets une petite parenthèse, le repas a aussi une dimension diplomatique. Vous savez, je ne l'évoque pas dans mon livre, mais au Congrès de Vienne en 1815, vous savez, le mot de Talleyrand, qui disait, c'était à Louis XVIII, si je ne dis pas d'erreur, donnez-moi, sire, ce dont j'ai besoin, ce n'est pas de diplomate, mais de cuisinier. C'est-à-dire, voilà, alors, en l'occurrence, la gastronomie française, à cette époque, était un petit peu une arme du soft power français, mais c'était aussi une arme diplomatique, c'est-à-dire c'était une manière d'atténuer, au fond, les sanctions qui allaient s'abattre contre la France à ce moment-là. Manger, c'est une manière, effectivement, de créer du lien, en fait, et c'est fondamental. À l'inverse, les normes alimentaires, les restrictions alimentaires ont aussi pour effet de séparer les gens ou de créer des séparations entre catégories, communautés, etc. Ça, c'est très clair. Enfin, c'est même très évident. Le séparatisme dont on parle beaucoup passe aussi par l'alimentation, bien sûr. Beaucoup par l'alimentation. Et c'est d'ailleurs cette idée même qui est très intéressante et développée assez longuement dans votre livre. Et je vous invite, chers amis, chers téléspectateurs de Tocsin, à acheter ce livre Prostec, parce qu'il est vraiment extrêmement intéressant. Le rapport de différentes religions à la viande, notamment. Et on voit bien que quand on y réfléchit 3 secondes en vous lisant, on se rend bien compte, effectivement, que ça apparaît très clair et bien plus complexe que ce qu'on peut le penser, finalement. Alors oui, alors j'ai consacré un chapitre que j'ai intitulé L'agneau de Dieu, où je parle beaucoup du christianisme, mais je parle aussi du judaïsme, et je parle aussi de l'islam, et je parle aussi des religions indiennes, alors c'est-à-dire l'hindouisme, et je parle aussi du bouddhisme et du jaïnisme. Voilà, donc j'essaye d'embrasser, disons, plusieurs religions et le rapport à la viande. Évidemment, c'est pas exhaustif, il y a encore d'autres religions dont je n'ai pas forcément parlé, mais alors, ça dépend si parce que le christianisme, j'y consacre quand même un peu plus de temps. Donc, est-ce qu'on parle d'abord du christianisme ou plutôt des autres religions? La question… Abordons le sujet. Après, on laissera à nos téléspectateurs acheter votre livre et pouvoir se faire une idée. Voilà. De manière à donner l'eau à la bouche, Jean-Claude Poisat, je reprends le préambule de votre livre. Oui. Mais en fait, alors, je consacre aussi tout un chapitre aux religions polythéistes antiques. Je l'ai appelé la ruse de Prométhée. Donc là, il s'agit des religions, en particulier grecques et romaines. Et donc, alors si vous voulez, il y a un enchaînement dans mon livre. Je montre comment, effectivement, on est passé du polythéisme antique, dont l'un des aspects rituels fondamentaux était précisément le sacrifice animal. Le sacrifice animal occupe une place centrale dans la police grecque et aussi dans la civitas romaine. Et le christianisme va s'inscrire dans ce contexte-là, va reprendre en fait cette tradition, mais il va complètement la transformer. Je vais vite, oui. Mais je parle de l'Eucharistie dans le catholicisme, en montrant que très paradoxalement, c'est une cérémonie dans laquelle on consomme, si je puis dire, la chair et le sang du Christ, symbolisé par le pain et le vin. Donc, il y a une sorte de transfiguration du sacrifice antique pour donner naissance à ce que j'ai appelé le sacrifice des sacrifices, c'est-à-dire, de certaine manière, la cérémonie de l'Eucharistie, c'est une sorte de sacrifice symbolique, mais qui est censé mettre fin justement au sacrifice. C'est-à-dire que le christianisme a aboli les sacrifices, en réalité. Je cite une parole du Christ qui dit ce que je veux, c'est la miséricorde et non pas le sacrifice. Donc, précisément, le christianisme a aboli le sacrifice pour différentes raisons. Une des raisons principales étant que le sacrifice était destiné aux dieux païens, si vous voulez. Le christianisme a aboli le paganisme, donc il a fermé les temples et interdit les sacrifices. C'est Théodose qui a fait ça en 392. Mais en même temps, paradoxalement, il a quand même repris toute une symbolique qui, d'une certaine manière, reprend certains codes et certains éléments, justement. Donc il y a paradoxalement
rupture, césure, mais aussi une forme de continuité, si vous voulez. Alors, la continuité est beaucoup plus marquée dans le judaïsme et dans l'islam, parce que ce sont deux religions qui ont conservé le rituel du sacrifice animal, contrairement au christianisme, justement. Le christianisme a aboli le sacrifice, et je viens un petit peu entre les religions. Moi, je peux pas. Oui. Non, on fait un rapide survol pour voilà. Oui, ce que je dirais simplement, c'est que un des points moi qui m'intéresse, c'est que le christianisme a eu cet effet paradoxal, c'est qu'en abolissant les sacrifices, il a banalisé la consommation de viande. Et donc, ça a eu pour conséquence une augmentation de la consommation de viande dans les pays chrétiens, en fait. Et ça, c'est ce que les historiens ont observé, effectivement. Dans le bas empire romain, à la fin de l'empire romain, la consommation de viande s'est mise à augmenter considérablement, alors que précisément la pratique du sacrifice était en déclin. Parce qu'à l'inverse, le sacrifice limitait la consommation de viande. C'est-à-dire qu'on avait le droit, encore une fois à l'époque romaine et à l'époque des Grecs, de consommer de la viande que si l'animal avait été sacrifié selon le rituel. Donc, en désacralisant le sacrifice, la consommation de viande s'est banalisée et elle s'est massifié en quelque sorte. Et donc, ça explique pourquoi on s'est mis à consommer beaucoup plus de viande. Et ça, c'est un point alors, qui est souligné aussi notamment par la philosophe Élisabeth de Fontaine dans son livre. Et du coup, elle tend à incriminer, si je puis dire, un peu le christianisme en disant que le christianisme est responsable d'une sorte de désacralisation de l'animal. Mais ce qui me semble profondément vrai, mais on peut aussi l'interpréter d'une autre façon, c'est que précisément la foi chrétienne se tourne vers la piété chrétienne, elle se tourne vers le vrai Dieu. Oui, elle se tourne vers le vrai Dieu et de ce fait, elle doit se détourner justement de l'offrande faite au faux Dieu, au Dieu païen. Alors, c'est pour ça que c'est un passage très important et je vous invite, des passages très importants dans le livre, je vous invite à les lire, on va continuer à avancer pour vous donner la mise en bouche, comme c'est le cas, c'est marqué dans le livre de Claude Poisat. Je vous invite à lire parce que c'est très, très intéressant. Il y a une question qui me semble fondamentale parce qu'on n'a pas 1 heure, il nous reste encore 10 minutes, donc on a largement le temps d'en discuter. Il y a quelque chose, à la page 26, très sincèrement, c'est quelque chose que j'ai noté en gros, en rouge. Vous dites finalement que ces mouvements, ce militant en faveur du végétarisme, ou l'abstention de consommation de viande ou toute consommation de produits d'origine animale est-il devenu un combat politique? Et vous posez la question qui me semble une des questions centrales, et pas la seule, mais c'est pour moi une question centrale, du moins celle que je me pose en lisant votre livre, c'est ne serait-ce pas en réalité une sorte de cheval de Troie visant un complet renversement des principes et des valeurs, à la fois philosophiques, morales, juridiques et politiques qui sont au fondement des sociétés démocratiques occidentales modernes et contemporaines. Quel est ce cheval de Troie, Jean-Claude Poisat, finalement? Parce qu'on est au-delà de la présentation, là, dans cette question. Hein. Oui. C'est-à-dire, alors, ce que je dis dans le livre, c'est qu'effectivement, il y a ce dont je parle, c'est ce que l'on peut appeler le végétarisme politique, en fait. Il y a une politisation du végétarisme, en réalité, ou on pourrait dire une politisation de l'alimentation. Alors, donc, je distingue, si vous voulez, ce végétarisme politique de ce qu'on peut appeler le végétarisme éthique traditionnel, c'est-à-dire quelqu'un qui dit simplement, moi, je ne mange pas de viande parce que c'est contraire à mes valeurs personnelles, mes convictions, c'est du végétarisme éthique. Le végétarisme politique, c'est pas la même chose. C'est un végétarisme qui consiste à dire plus personne ne doit consommer de viande. Toute la société doit renoncer à la consommation de viande. Et vous avez raison, ça va encore au-delà, parce que mettre fin à la consommation de viande, ça veut dire mettre fin à tout un système de production, un système économique, un système social, un système des représentations culturelles aussi, et je dirais même métaphysiques, qui déterminent la place de l'homme dans l'univers et dans la nature. Et donc, l'un des enjeux du livre, c'est pour ça que j'ai sous-titré d'ailleurs comme ça, c'est la question de l'humanisme, c'est-à-dire c'est la question de la place de l'homme dans la nature. Parce que ce courant végétaro-animaliste veut remettre en cause la place de l'homme dans la nature, ce qu'on pourrait appeler l'anthropocentrisme, pour lui substituer, alors, soit un animalocentrisme chez certains, soit un biocentrisme, c'est-à-dire placer le vivant, replacer l'homme au centre, enfin plutôt pas au centre, mais justement décentrer l'humain et se recentrer sur le vivant en général, dont l'homme n'est qu'une des espèces parmi d'autres, etc. Et là, évidemment, il y a une volonté de transformer toutes les valeurs de notre société et donc aussi, évidemment, l'ordre politique, parce que l'idée humaniste, elle fonde aussi les valeurs modernes, les valeurs démocratiques et libérales de nos sociétés. Donc, clairement, il y a une remise en cause. Mais cela aussi, c'est assumé
c'est pas toujours, mais parfois dit de manière très ouverte et très claire. Hein. Je cite des auteurs dans le livre, notamment Corinne Pelluchon, une philosophe qui a écrit le Manifeste animaliste, et qui dit que la question de l'animal est un levier stratégique pour transformer radicalement notre société. C'est une porte d'entrée, finalement? C'est ça? C'est un alibi politique, Jean-Claude Poisat? Alors, c'est pas seulement un alibi, parce que j'ai l'impression que ces gens sont convaincus. Il y a une vraie conviction, mais il y a aussi quand même l'arrière-pensée que l'animal, c'est un sujet sensible, hein, si je puis dire, sans jouer sur les mots. C'est un être sensible, mais c'est aussi un sujet très sensible pour la population. C'est-à-dire, les gens sont attachés. Nous sommes tous attachés aux animaux. Nous avons des animaux de compagnie. Enfin, il y a 7 millions de chats et 14 millions de chiens en France, si je ne me trompe pas, ou pardon, l'inverse, 7 millions de chiens et 14 oui, c'est beaucoup de gens. On est tous concernés par ça, et puis on a tous une sensibilité, et puis on a aussi des enfants, et nos enfants, on aime aussi les emmener à la campagne pour leur montrer les animaux, etc. Bon, donc, on joue sur une corde sensible. Et donc, ces militants savent très bien ce qu'ils font en jouant sur cette corde-là. C'est-à-dire qu'en victimisant l'animal, ils savent qu'ils vont pouvoir toucher l'opinion et le grand public. Et encore une fois, parfois, c'est assumé comme une stratégie de manière tout à fait... c'est ce que je dis là n'a rien de secret, c'est tout à fait assumé, explicite. Il suffit de lire les textes et d'écouter les déclarations de ces militants pour le comprendre. Donc, voilà. Alors, bien sûr, je vous renvoie au livre. Allez acheter le livre Prostec de Jean-Claude Poisat. Il faut absolument le lire. Vous allez voir, c'est passionnant. Vous mettez aussi en exergue une véritable offensive médiatico-politique de la part d'une mouvance végétaro, écolo, gaucho-féministe. Alors ça, c'est vrai. Oui, alors j'ai développé certains aspects dans mon livre, pas tous, parce que c'est là encore, il y a des connexions, il y a vous savez, ce qu'on appelle l'intersectionnalité. J'en ai pas trop parlé dans mon livre, mais ce sujet de la viande, il peut se connecter avec d'autres sujets, et c'est le cas, notamment avec le féminisme aussi. Il y a un écoféminisme qui clairement combat la consommation de viande comme une consommation viriliste, masculiniste, etc. Bon, voilà. J'avoue que je suis pas allé très loin dans cette direction-là, parce que ça m'aurait entraîné un peu loin de mon sujet principal, mais il y a effectivement tout un courant de pensée. Je l'évoque, hein, il y a des passages de mon livre où je traite cette question, mais je cite en particulier Sandrine Rousseau, parce qu'elle s'est fait connaître par les Français, par ses déclarations sur le barbecue notamment. Mais où elle dit, voilà, il y a un virilisme du barbecue, etc. Bon, donc, dénoncer notre système social, dénoncer le patriarcat, et bien, ça passe aussi par la dénonciation de la consommation de viande. Donc oui, toutes ces choses sont liées en réalité. Alors, il nous reste encore 4-5 minutes. Il y a aussi quelque chose sur lequel je voudrais revenir. Vous avez parlé, vous, de votre enfance dans un petit village de Bourgogne. Absolument. Et vous avez une image, finalement, bien sûr, de ce fameux lapin que j'ai probablement vu aussi, parce que... Et vous dites que vous n'avez pas retiré le traumatisme, alors que certains, je crois que c'est Luc Ferry notamment, lui, il avait retiré un traumatisme de voir sa grand-mère, grosso modo, attraper le lapin, lui enlever l'œil et faire goûter le sang, parce que c'était la voie la plus rapide et la plus efficace pour le vider de son sang. Ben, écoutez, je vous disais à l'instant, on joue sur une corde sensible. Donc, alors, je pense qu'il y a une grande majorité de la population française qui a des racines paysannes, bon, plus ou moins lointaines. Alors, parfois, il faut remonter à 2, 3, 4 ou 5 générations. Moi, il se trouve que mes grands-parents étaient agriculteurs. Et ils avaient des animaux. Mon grand-père avait des animaux aussi de travail, c'est-à-dire il avait des chevaux de trait. Alors moi quand je l'ai connu, il était passé à la motorisation. Donc moi, j'ai connu mon grand-père avec un tracteur motorisé. Mais il m'a raconté des choses. Et puis ma grand-mère élevait des lapins et des poules, etc. Bon bref, donc quand j'étais enfant, j'étais au contact de ces animaux-là. J'ai connu la vie à la ferme. J'ai connu des éleveurs, des paysans, des fermiers, ce monde rural qui aujourd'hui, alors n'a pas complètement disparu, mais avec lequel les Français ont beaucoup rompu leurs attaches. Et donc, ce que je vous ai tout à l'heure, c'est effectivement, on joue beaucoup sur la sensibilité. Luc Ferry lui-même flirte un peu avec l'animalisme par certains côtés, même s'il le critique par ailleurs. C'est rien de personnel contre Luc Ferry, mais ça m'amuse
de voir que lui aussi, au fond, met en scène sa sensibilité, parce que c'est ça, il y a une mise en scène de la sensibilité, mais chacun a la sienne. Moi aussi, j'ai assisté à cette scène du lapin qu'on assomme et qu'on tue pour en faire un civet de lapin, parce que ma grand-mère faisait la cuisine, et à cette époque, pour faire la cuisine, on savait qu'il fallait tuer un animal. La plupart des Français n'ont pas conscience, quand ils vont acheter une barquette de viande au supermarché, n'ont à peine conscience qu'il a fallu tuer un animal pour qu'ils puissent manger de la viande. Dans les campagnes, dans les années 70-80, on tuait encore régulièrement. Ça se fait encore, mais je pense de manière beaucoup plus épisodique et rare. On parle de petits animaux, hein, le lapin, les poules. Les gros animaux comme le cochon, la vache, partaient plutôt chez quelqu'un, un tueur, quelqu'un qui est spécialisé dans les animaux. Mais oui, moi j'ai vu ça. Je n'ai pas vécu cette scène de manière traumatique, pas du tout. Je ne pense pas, encore une fois, que... Alors, bien sûr que l'animal a été tué, mais je ne pense pas pour autant que ma grand-mère fut un bourreau. Je n'accuse pas ma grand-mère. Est-ce que ma grand-mère était quelqu'un de moins civilisé qu'Émeric Caron? Je n'en suis pas sûr. Je ne le pense pas, en fait, pour tout vous dire. Je pense elle était tout à fait civilisée, au contraire. Elle savait cuisiner très bien. Elle savait préparer le repas du produit, je dirais, du produit d'origine jusqu'au produit fini dans l'assiette. Elle s'occupait de toutes les étapes de la préparation du repas et elle le faisait par amour. Par amour pour ses enfants. Ma grand-mère a élevé évidemment ses enfants et a élevé ses petits-enfants, mais j'ai passé beaucoup de temps auprès d'elle et voilà. Et donc, je pense qu'elle faisait ça vraiment par amour pour nous. Et je n'y ai jamais vu ni aucune violence, ni aucune méchanceté de sa part. Et je dirais même plus que les animalistes d'aujourd'hui tendent à insulter finalement tous ces gens, tout ce monde rural. J'ai écrit ce livre aussi, d'ailleurs je le dédie à la mémoire de mes grands-parents, pas pour réhabiliter la mémoire de mes grands-parents, mais parce que je pense qu'on doit défendre ce monde-là et ces gens-là, parce qu'ils ont aussi une dignité, ils ont aussi leur vie n'a pas été aussi méchante et mauvaise qu'on voudrait le dire aujourd'hui, ou on voudrait nous le faire croire plus exactement. Est-ce qu'il y a une forme de wokisme, Jean-Claude Poisat, là-dedans? Oui, j'y fais allusion. J'ai fait un petit jeu de mots sur le wok. Mais c'est-à-dire, il y a une dimension. Le wokisme, en fait, c'est un courant religieux issu du protestantisme américain. Donc, c'est très clair. On est sous influence américaine, c'est très clair. On subit toutes les influences américaines, pour le meilleur et pour le pire. Je ne rejette pas tout, hein, d'ailleurs, si vous voulez, mais il y a le fast-food d'un côté, et puis il y a le puritanisme abstinent de l'autre. Et d'ailleurs, je dis que les deux vont un peu ensemble. C'est-à-dire qu'on est ballotté entre, d'un côté, cette espèce de tentation de surconsommer des hamburgers, et de l'autre, ce rappel à une sorte de puritanisme abstinent où il faudrait se rendre coupable parce qu'on a trop mangé, etc. Moi, je défends la gastronomie française qui me semble offrir un équilibre à la fois diététique, gastronomique et même éthique. Je plaide pas pour la surconsommation, pas du tout. Je plaide pour une consommation raisonnable et raisonnée, je le dis, ce que j'appelle l'humanisme carnivoriste. Donc, un humanisme qui est respectueux des animaux, qui est respectueux de la santé et qui est respectueux de l'environnement aussi, et même du climat, d'ailleurs. Dernière question, vous me tendez la perche. Carnivoriste, c'est quoi? Est-ce que vous êtes vous-même carnivoriste, Jean-Claude Poisat? J'ai forgé ce terme parce que les adversaires de la viande parlent volontiers de carnisme. Hein. Ils dénoncent ceux qu'ils appellent les carnistes, ce qui est un terme péjoratif. Donc, j'ai voulu défendre la consommation de viande. Donc, je me suis dit, il faut choisir un autre mot et qui me semble explicite. Un carnivoriste, pour moi, c'est quelqu'un qui est carnivore, mais qui est conscient de l'être et qui l'assume. Tout simplement. Donc c'est ce que je suis. Enfin, je le suis de plus en plus. Ce livre m'a aidé aussi à prendre conscience. Ça fait une 50aine d'années que je mange de la viande. Je n'ai pas toujours été pleinement conscient de ce que ça implique. Aujourd'hui, je le suis et je ne me sens pas coupable. Et j'espère que les gens qui liront mon livre seront déculpabilisés aussi lorsqu'ils mangeront de la viande. J'espère qu'ils pourront savourer ce moment de convivialité gastronomique. Voilà. Bon, mais en tout cas, ça nous a donné l'eau à la bouche une nouvelle fois. Je reprends ça. Merci beaucoup, Jean-Claude Poisat, d'être venu ce matin à la matinale Tocsin. Pour ce livre-là, chers amis, je vous invite à vous le procurer. Prostec, le carnivorisme, on vient d'en parler.
est un humanisme aux éditions prestigieuses, Albin Michel. Vous êtes professeur agrégé de philosophie et docteur en sciences politiques à l'IEP de Paris. Et voilà pour ce livre-là. Donc, nous vous recommandons de le lire. Merci beaucoup, Jean-Claude Poisat, d'être venu ce matin dans Tocsin. Merci d'être passé par nos studios et on vous souhaite une excellente journée, une excellent week-end et surtout un bon dîner, un bon apéritif à la côte de bœuf ou à toute autre forme de viande. J'en sors et j'y retourne. Merci à vous. Merci de votre invitation. Au revoir. Merci beaucoup. Bonne journée à vous, Jean-Claude Poisat.